Satan. Et si Josiane Balasco vendait son âme à Daniel Auteuil pour avoir la possibilité de sodomiser Richard Berry à sec? Oh, c'est quelle chaîne ça? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Hey, this looks like a cool movie. Ma vie est un enfer est un film français sorti en 1991, une comédie trash fantastique, et du trash fantastique, en France, en 1991. Écrite, réalisée et interprétée par Josiane Balasco, dont c'est ici la 3e réalisation. En 1985, elle passait derrière la caméra pour la première fois et connut un succès moyen mais correct avec Sac de nœuds et ses plus de 600 000 entrées. 2 ans plus tard, en 1987, elle dépasse légèrement le million d'entrées avec son 2e film, Les Keufs. Et 4 ans plus tard, en 1991, Josiane bat à nouveau son précédent record en générant 100 000 entrées de plus avec Ma vie est un enfer. Elle se surpasse de film en film, c'est un peu notre James Cameron à nous. Oui, non, j'ai senti la disproportion en le disant. Et à nouveau, 4 ans plus tard, Josie Cameron donne naissance à son avatar à elle et frôle les 4 millions d'entrées avec son 4e film, Gazon maudit. Ça n'a rien à voir avec le film que nous allons traiter aujourd'hui, mais j'avais envie de le citer parce que j'aime bien Gazon maudit. Pour Ma vie est un enfer, Josiane coécrit le scénario avec Joël Hossein, auteur de Doberman, œuvre qu'adaptera Yann Kounen en 1997. Vous imaginez donc facilement que le scénario risque de se lâcher avec ces deux-là aux commandes. Sur une musique d'Erita Mitsuko, autant ne pas faire les choses à moitié, Josiane va donc nous proposer un film hors du commun pour l'Hexagone, et j'oserais même dire quel que soit le pays du monde. D'autant plus qu'elle va également nous proposer quelques effets spéciaux, dont des effets de prestidigitation réalisés en direct sur le plateau. Et je le rappelle, tout ça en France à l'orée des années 90. Oui, je sais, je radote, mais dès que la France essaie d'être quelque peu originale, je ne sais pas pourquoi, il faut que je me répète les choses à moi-même pour y croire. Et quand la France essaie et réussit à faire une œuvre atypique, j'en suis comme 2 ronds de flanc. Ça me tombe sur la trogne sans que je m'y attende. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche parce que c'est parti pour l'une des comédies les plus folles de l'histoire du cinéma français. Prince des maléfices. Le film s'ouvre sur le générique, puis sur Josiane Balasco incarnant une Léa Lemonnier débordée, assistante dentaire dans un cabinet à l'hygiène aussi douteuse que son patron est grabataire. Et rappelons les statistiques. Un jour, j'ai lu que les dentistes étaient prédisposés au suicide. Alors imaginez quand vous êtes juste l'assistante du dit dentiste. Un vieux schnock aux méthodes archaïques qui n'a aucune compassion pour ses clientes et encore moins de considération pour Léa. C'est encore une journée insupportable qui la pousse à se rendre chez son psychanalyste. J'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de ce dentiste. Le psychanalyste, interprété par Richard Berry, se désintéresse complètement d'elle, même quand cette dernière lui fait des confidences intimes. Vous êtes déshabillé et vous portiez un string. Après, je pense que la qualité d'écoute s'adapte selon la cliente. Je pense qu'elle est beaucoup plus soutenue quand c'est Sharon Stone. C'était la dernière fois où j'ai eu des relations sexuelles, il y a 1 an et demi. Très décevante. Léa se fait donc entuber de tous les côtés, et pas forcément de la manière dont elle le souhaiterait. À l'arrivée à Athènes, il avait réussi à me coller une assurance vie. Comme si son fardeau n'était pas assez lourd, elle doit aussi supporter la présence quotidienne d'un voisin lubrique, Monsieur Spiel, incarné par Jean Benguigui, grand amateur de VHS pour public perverti. Averti. J'en ai 650. Je suis battu. Un voisin particulièrement émoustillé et survolté chaque fois qu'il croise Léa. Un Spiel électrique donc. Sentiment hélas non partagé. Bon alors Léa, on se plaint de pas tirer son coup et on fait la fine bouche. La mère de Léa, également sa propriétaire, s'est introduite chez sa fille pour lui confier contre son gré une fois de plus des éléments décoratifs discutables. Voiture s'il vous plaît. Police du goût, vous rangez sur le côté s'il vous plaît. Dans la foulée, elle lui laisse la garde de son chien Gorby ainsi qu'un vieux miroir, une antiquité du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, maman? Une mère valorisante? J'aimerais tellement être comme toi. Me ficher d'avoir 10 kilos de trop, m'habiller comme un sac, pouvoir sortir sans maquillage. Plus préoccupée par ses voyages, ses aventures, sa quête de jeunesse prolongée et l'encaissement de son loyer plutôt que de la date anniversaire de sa propre fille. Oh non. C'est donc seule que Léa fête ses 35 ans avec Gorby avant d'être dérangée par la fête libertine et cocaïnée se déroulant chez Monsieur Spiel. Léa est poussée à bout. Mais j'en ai marre du boucan que vous faites tous les jours de la semaine, et si ça continue, je vais aller me plaindre à la copropriété.
Comme attirée par le miroir, elle lit l'inscription au verso. Monumentale erreur. C'est alors qu'apparaît Abargadon. Y a quelqu'un dans les toilettes? Je suis désolé, d'habitude j'arrive dans la pièce principale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pensant avoir affaire à une effraction, Léa tente de dissuader son agresseur. Je vous en prie, réfléchissez. Mon viol ne vous apportera aucun plaisir particulier, je me défendrai même pas. Je penserai à autre chose. Je vous jure que ce sera agréable pour personne. Bon Léa, que tu dises non à Jean Benguigui, on peut comprendre. Mais là, Daniel Auteuil, va falloir réviser un petit peu tes critères de sélection. Bon, ok, il a l'air échappé de l'asile, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Pourquoi penser tout ça au tragique? C'est alors qu'Abargadon Appelle-moi Abba, ça va plus vite. explique à Léa ce qu'il veut d'elle. Ton arme. Croyant à une mauvaise blague de Monsieur Spiel, Léa craque une nouvelle fois. Partez, partez! Écoutez, je demande rien à personne, arrêtez de me faire chier! Léa essaie tant bien que mal de se débarrasser de son incruste, de plus en plus envahissant. Et arrêtez de me tutoyer! On n'a pas gardé les cochons ensemble, à ce que je sache! Entre compassion et vexation, Abar disparaît non sans lui jouer un sale tour en transformant Gorby en cochon. Léa court chercher de l'aide chez Monsieur Spiel et se retrouve ainsi avec de gros porcs sur les bras. C'est une infection! Il pue du groin! Et encore, vous êtes du bon côté! Je t'en prends plus! Je fais ce que je peux! Je te porte, je parle! Après une colère de son voisin, vexé de s'être fait manger la moumoute par Gorby, Léa passe du rire aux larmes, accentuant ainsi son état dépressif. Certes, c'est une comédie, mais Balasco est particulièrement touchante lors de ce genre de séquence. Le lendemain matin, Léa arrive en retard au travail et découvre Abar dans le cabinet. Il met tout en œuvre pour que cette dernière se fasse lourder. Et vous, je vous vire, malade mental! Foutez-moi le camp d'ici tout de suite, ou je vous balance le daddy dans la gueule! Abar s'évapore et joue encore un tour de sale gosse. Ah, c'est à vous, madame Sylvanie. Oh, il est moche, le monsieur. Je l'aime pas. Bonjour, ma petite fille. Impossible pour Léa d'échapper à l'emprise du démon qui lui prouve à plusieurs reprises qu'il ne sert à rien de s'enfuir. Mais Léa s'esquive à nouveau. Je te déplais donc tant que ça. Je me suis fait un physique plutôt avenant, non? Indéboulonnable, Abar apparaît au rendez-vous de Léa avec sa mère qu'il va s'amuser à faire décrépir seconde après seconde sous les yeux de sa propre fille. Les rides lui vont à merveille. Au fond du gouffre, Léa se rend chez son psychanalyste, son dernier refuge. Elle essaie de négocier avec lui maintenant qu'elle est sans emploi. Mais c'est qu'une analyse gratuite ne vous servira à rien. Non, Léa, il faut que vous fassiez l'effort de payer. C'est très important. Pour vous. Il montre enfin son vrai visage et Léa est définitivement seule. Allez, s'il vous plaît, non mais... Il ne lui reste plus qu'Abar, qui obtient enfin ce qu'il veut en lui faisant signer son pacte. En échange de son âme, elle obtiendra absolument tout ce qu'elle veut jusqu'à la fin de ses jours. C'est possible de demander Christina Ricci? Je veux bien un stylo. Abar la distrait avec quelques tours de passe-passe afin qu'elle ne lise pas les petites lignes du contrat indiquant qu'elle n'aura plus que 3 mois à vivre. 3 mois. Ah, seulement 3 mois. Ouais, mais bon, Christina Ricci. Le contrat en poche, Abar jubile pendant que Léa ne fait que ressasser ses malheurs. M'en garde pas, on m'aperçoit à la rigueur. Ça, si j'étais une grande minute blonde avec Michon comme ça, un truc comme ça. À peine indirectement demandé, qu'Abar approuve la demande de Léa et la transforme en Scarlett, bombasse frivole à la silhouette engageante. Enfin l'opportunité d'approcher et d'intéresser l'objet de ses rêves, son psychanalyste. Oui, le club doit être dans le prolongement de votre corps. Et dans votre cas, le club a beaucoup de chance. Malgré une chute de QI vertigineuse, Léa se sent de mieux en mieux. L'un étant souvent la conséquence de l'autre. Charmée par son psychanalyste et ses amis, Léa souhaite devenir aussi petite qu'une souris pour pouvoir les écouter parler d'elle, ce qu'Abar s'empresse d'exaucer. À son grand dam, miniaturisée, Léa entend effectivement leur confidence. 2000, que non seulement je me la fais, mais ensuite je vous en fais profiter. Nouvelle déception pour Léa qui découvre que la vie est cruelle même quand on est belle. Je préfère être moche et sans intérêt. Si je peux donner mon avis là-dessus... Objection. Il n'y a donc aucune échappatoire, si ce n'est peut-être la vengeance que va lui offrir le démon. Je vais te donner une arme imparable. Scarlett ressort des toilettes, plus froide, et décide d'écourter le golf et de zapper le dîner pour passer aux choses sérieuses. Le psy ne se fait pas prier et va bientôt découvrir le petit secret que cache Scarlett. Il paye alors de manière très physique les douleurs psychologiques qu'il a infligées aux femmes. J'ai montré ce film à plusieurs copines, et elles ont toutes jubilé devant cette scène. Un petit esprit revanchard, j'ai l'impression. Ah bah c'est un fantasme balasquien. Scarlett montre donc une autre facette de sa personnalité. Il était grec? Je miserais sur brésilien. Je vous avoue que si aujourd'hui je m'amuse beaucoup de cette scène, la première fois que je l'ai vue quand j'étais môme, elle m'a quand même pas mal malaisé.
En tout cas, bravo à Richard Berry d'avoir accepté cette situation et de s'être laissé faire mettre Ah, lapsus. en scène de la sorte. Pendant que Scarlett s'éclate avec son psy, ou éclate son psy, Abba rejoint le bar démoniaque de Pazou. Après quelques moments de rigolade, l'ambiance se refroidit quand fait irruption l'archange Gabriel, incarné par Michael Lansdale. Ah bah quand on lui alloue un budget, elle s'en met pas la moitié dans les fouilles, la Josiane, hein. Le public en a pour son argent. Si l'archange Gabriel s'immisce dans ce bouge infernal, c'est parce qu'Abbar a fait une erreur. Le miroir et le pacte étaient destinés à la mère de Léa. Cette scène implique donc que hiérarchiquement, le bien contrôle tout, et qu'il cautionne des démons qui sont à leurs bottes. Des démons qui ne font donc qu'obéir aux règles des soi-disant gentils tout-puissants. Aurais-tu un message à faire passer, Josiane? N'y voyez aucune malice. Le contrat liant Abbar et Léa est dissous. Quel cul bordé de soufre. Cette annulation rend Léa à ses formes originelles. Si son psy semble se remettre plutôt bien de sa soirée, Je me suis toujours demandé ce qui me manquait chez les femmes, et vous m'avez aidé à trouver la réponse. Un pénis. Vous avez fait sauter un verrou. il sera beaucoup plus perturbé de réaliser avec qui il a vraiment passé la nuit. Cette réaction me fait me poser l'une de mes nombreuses questions existentielles. Est-ce qu'il vaut mieux se coucher avec une bombe sexuelle qui serait munie d'un gourdin, ou se réveiller aux côtés d'une vraie femme, mais qui serait à vos yeux un véritable cajot? Remis de ses frayeurs, Abbar fait le malin. Et pavoise devant ses collègues avant que Lilith ne lui rappelle que si suite à l'annulation du contrat sa cliente venait à se suicider, ce serait un péché mortel qui la destinerait aux flammes de l'enfer. Autrement dit, l'âme ne pourrait pas accéder au paradis comme l'exige l'ange Gabriel. L'intuition de Lilith est la bonne, Léa s'apprête à ingurgiter un cocktail médicamenteux qu'Abbar s'empresse d'avaler à sa place. Il s'en fiche, il peut pas mourir. Sauf que... il n'avait pas prévu que le cocktail pouvait contenir un certain ingrédient. La chartreuse. Cette saloperie, fabriquée par les moines. Ingrédient qui a des effets secondaires sur un démon. Ouh. Ayant urgemment besoin d'un coup de fouet, c'est une Léa alcoolisée et un Abbar complètement à plat qui déboule chez le voisin lubrique pour trouver un remontant. Qu'est-ce que tu fous, bordel, à cul de ta tante, mes couilles? Léa se poudre le nez pendant qu'Abbar se descend 1 litre de soude. Spiel se met en colère. Si je pouvais, j'appellerais les flics et je vous jure ça chierait. Retenez cette phrase. À nouveau en pleine forme, Abbar reprend ses diableries et dédommage Monsieur Spiel à sa manière. D'abord enthousiaste, ce dernier va très vite déchanter. Allô. Et toi? Pétant la forme, Léa tente de fausser compagnie à Abbar. Afin de s'assurer qu'elle ne fera pas de bêtises, il décide d'égayer sa soirée. D'abord en lui offrant la robe de ses rêves, puis en l'emmenant à un spectacle de magie. Vous reconnaîtrez Tiki Holgado dans le rôle du magicien El Diablo, qui devient très vite victime de la magie du démon farceur. Une farce qui coûte quand même la vie au personnage. Abbar reprend le show à son compte, fait disparaître ses cicatrices et le corps du magicien et transforme les volontaires du public en basse-cour. Seule Léa, à qui il a donné des ailes, retrouvera sa forme humaine. Leurs liens sont de plus en plus palpables, mais pas le temps de flirter que débarquent les anges de main de Gabriel, qui comptent bien tirer les cornes de notre diablotin de service. Et oui, c'est toujours quand on s'amuse le plus qu'il faut ranger les jouets. Ayant fait l'utilisation de ses pouvoirs alors qu'aucun contrat n'était en cours de validité, Abbar est destitué de ses pouvoirs et de son immortalité. Il connaîtra désormais les sentiments et les sensations des humains avant de mourir dans 3 mois. Bien qu'Abbar ait fait tout ça pour le salut de Léa, l'archange Gabriel prend un malin plaisir à l'entourlouper à sa guise. Voici l'avocat du diable. Mon client plaide coupable. C'est un abus de pouvoir. Et je peux vous dire que Môme, moi qu'on a forcé à aller en école catholique, représenter le paradis et la religion d'une manière aussi administrative, comme un système politique ou judiciaire en place qui déciderait des règles et jouerait avec ces règles à leur guise de manière très manipulatrice et fourbe et injuste, c'était très très proche de ma vision des choses. Tel le démon, Balasco aurait-elle essayé de me brosser dans le sens du poil pour me séduire? Prouvant que même le ciel est rempli de pourris, Abbar est jeté comme un misérable clochard sur terre. Et Léa tente le tout pour le tout en allant supplier un prêtre de la mettre en contact avec Gabi. Le message parvient bien en haut lieu, dans le centre des télécommunications célestes. Froid, bureaucratique, même l'au-delà semble être une autre forme d'enfer. Enfin, certains s'y sentiraient sûrement à leur place, mais pas moi. Je préfère aller faire des barbecues et des orgies dans le monde d'en bas. Je pourrais même me passer des barbecues. Gabi voit clair dans les sentiments de Léa pour Abbar. Le diable est séduisant par définition. Elle obtient tout de même un sursis en plaidant sa cause. Je connais des tas de gens qui sont bien plus pervertis que lui.
Je vous en supplie, Archange Gabriel, pour l'amour de Dieu. Ah, dis donc, tu veux pas me faire la leçon? Ah, mais je connais mon métier. Hein. Si Abar renonce à Satan, son dossier sera révisé. Mais il doit se tenir à carreau. Pas facile pour Abar, qui, laissé seul depuis seulement quelques minutes, a déjà frappé une vieille dame et volé une mobilette. Tu l'as pas frappé au moins? Je l'ai un peu bousculée. Mais elle avait l'air bien. On remarquera que cet enfant de Dieu en a profité pour retirer sa robe à Léa et la couvrir de haillons. Même pas il lui aurait rendu ses anciens habits. Certes moches, mais c'était pas des habits de mendiante. Espèce de fumier. Abar se voit soudainement réinvesti de ses pouvoirs. Léa comprend que c'est une épreuve à laquelle il ne doit surtout pas succomber. Ça va être très dur. C'est le cas de le dire, puisque le diable décide de jouer avec sa queue fourchue afin de penser à autre chose, et il y a comme un petit problème. Ils m'ont castré. Tu as très mal? Non. J'ai comme une espèce de brume à la place. Dans une situation que personne n'envierait, Abar essaie de prendre sur lui, même quand Monsieur Spiel fait résonner les bruits exotiques de ses projections privées. Voyez-vous, l'extrême amabilité de baisser un tantinet votre télé, s'il vous plaît. Je t'apprendrai à faire chier le monde. Trou du cul. C'est la goutte de soufre qui fait déborder le Styx pour Abar, qui nous offre l'une des scènes de mauvais goût les plus poussives, c'est le cas de le dire, de l'histoire du cinéma. Et malgré le fait que je déteste les images de type scato, j'ai toujours été époustouflé par l'audace de Balasco d'avoir tourné un truc pareil. Surtout que la qualité des effets est loin d'être merdique. Enfin, vous m'avez compris. Et qu'est-ce que c'est que ce tout répugnant? Il a capable de traiter de trou du cul. Oh. Et bien que cette scène soit répugnante et que beaucoup l'ont trouvée gratuitement vulgaire, je trouve qu'elle a plutôt sa place au contraire. Abar est bien un personnage de démon, il aime ce qui est sale, ordurier, il n'a aucune barrière, aucune bienséance, il aime salir ce qui est pur. Et pour ceux qui sont en train de prendre la vidéo en cours, je suis en train de définir Abar, pas Donald Trump. On pourrait se méprendre. Notre duo essaie tant bien que mal de s'organiser un petit quotidien loin des tentations, mais comme la vie n'est qu'une mauvaise blague dont nous connaissons tous la chute, le sort s'acharne encore sur eux. Oh, la vie est tellement moche. La mère va se marier et décide de vendre l'appartement de sa fille. Abar tente bien de lui acheter, mais Léa intervient et s'impose enfin pour la première fois face à sa génitrice. Tu m'as fait chier, maman! À la rue, il trouve refuge dans l'hôtel miteux d'un quartier pauvre. Les jours passent et à quelques heures d'être sauvé, les nerfs d'Abar lâchent. Il préfère la damnation à une vie de misère sur terre. Au moins je connais par cœur, y a pas de surprise. Y a pas de faux espoirs. Des tisons dans le cul. Abar envoie tout balader, même Léa, et part faire une dernière fête du tonnerre avec ses compagnes infernales. Allez, peut-être dans le pantalon et le petit nuage. Y a pas que le cul dans la vie. Mais très vite, le carnage qu'il orchestre dans le restaurant ne l'amuse plus. Abar cogite, culpabilise, fait le point. Sa décision est prise. Allez dire à Satan que je fais plus partie de la maison. Je démissionne. Abar rentre à l'hôtel, mais ce dernier est en flammes à cause de la vétusté du lieu. Vous avez vu comme on cause bien sur cette chaîne? Abar monte au secours de Léa. Ah, vous inquiétez pas, les flammes, ça me connaît. L'ambiance du film devient soudain plus solennelle, plus dramatique. Et j'aime particulièrement cette séquence et la musique qui l'accompagne. Alors que rien ne l'y oblige, il sauve une petite fille avant de retrouver Léa en piteux état. Les poumons sont atteints. Léa ne passera pas la nuit. Elle donne la pêche, cette comédie? Non, pas cette pêche-là. Alors que Léa succombe, Abar lui fait un dernier cadeau avant l'heure de son propre trépas. Il transfuse son sang en elle et lui efface tout souvenir de leur mésaventure. Résigné, Abar erre dans les couloirs de l'hôpital, quand il réalise que l'heure fatidique est passée et qu'il est toujours en vie. Et que tout son être lui a été restitué. Oh, je suis sauvé. Quelques mois sont passés et Léa Lemonnier est devenue un véritable requin sans cœur dans le monde des affaires dentaires. On accuse notre produit d'être cancérigène. Qu'il le prouve. Faisant même de son ex-patron son larbin. Bon, ça c'est bien fait. Dans les dents, si j'ose dire. Devenu humain, Abar s'introduit dans le bureau de Léa qui le surprend et lui propose un pacte s'il veut éviter la police. Il n'en espérait pas moins, lui qui n'est là que pour une chose, être lié à Léa pour le reste de sa vie. Après avoir rayé les petites lignes, Abar peut enfin faire son premier vœu. Non, ce que je veux, c'est toi. Mais là, tout de suite, sur la moquette, naturellement, j'aimerais pouvoir passer les 40 prochaines années sans débander. J'aurais sûrement fait un vœu similaire, allant de pair avec le précédent concernant Christina Ricci. Alors que ça devient chaud entre les deux, la pellicule brûle et apparaît un... Et ça ne fait que commencer.
un truc vraiment zarbi qui, gamin, m'avait beaucoup plus marqué que certaines bestioles qu'on voit dans des films d'horreur. Et générique. Je vous laisse donc facilement imaginer que pour le gamin que j'étais, considéré comme un provocateur dans mon école catholique, alors que je ne faisais que penser par moi-même, et déjà amateur de films d'horreur et d'humour macabre, eh bien pour moi, Ma vie est un enfer fut un petit régal. Investis-moi de ton pouvoir. Une fois de plus, le cinéma de Balasco s'intéresse à des personnages en crise, des personnages qui souffrent. Josiane porte un regard corrosif sur une réalité cynique et sur un système qu'elle a elle-même intégré pour mieux le dénoncer. Tant d'ingrédients qui font que j'ai toujours plaisir à revoir Ma vie est un enfer. Un film de mon enfance pour lequel j'ai toujours beaucoup d'affection. Léa est un personnage particulièrement touchant et difficile de ne pas se sentir en immersion quand on a soi-même aussi des choses à reprocher à la société. Enfant désabusé, j'ai tout de suite eu de l'empathie pour Léa, qui incarnait la solitude, la dépression, le mal de vie, la gentillesse qui n'a plus sa place. Un personnage qui se démène pour un instant de bonheur dans un monde pourri jusqu'à l'os. Oui, j'étais un enfant jovial. Outre l'aspect comique complètement présent et réussi, Josie se taille les veines pour faire couler sa mélancolie sur le scénario. Un véritable réquisitoire contre les institutions en place. Josie, elle en a assez d'être la bonne grosse qui a toujours la pêche. Il y a derrière les blagues de mauvais goût une véritable révolte. Un film précurseur qui annonce, sans forcément en être l'instigateur, la vague de films trash comme ceux des frères Farrelly ou même diverses comédies américaines pipi-caca qui déferleront dans les décennies à venir. Mais à bien y regarder, peu de films oseront se lancer dans des scènes aussi vulgaires que la porte d'entrée de Monsieur Spiel, qui se change en porte de sortie, pour être poétiquement correct. Ben qu'elle avait réussi à pousser son délire jusqu'au bout, quoi. Quand on écrit sur un bout de papier la porte se met à chier des kilos de merde, par exemple. Bien que censé être une comédie, le film se permet des instants de gênance et flirterait presque furtivement ici et là avec l'épouvante. J'en prends à témoin certains sons, comme ceux de la transformation de Gorby. Gorby! La tête du démon dégueulasse annonçant le générique de fin, le viol du psy, la scène où Léa se retrouve investie d'une arme mystère qui la tord de douleur. Ou même la façon dont Abar fait appel au pouvoir de Satan. Un oscillement d'émotions pourtant harmonieux qui tient le spectateur en éveil permanent. Mais évidemment, voir ce film vers 9-10 ans a forcément joué sur l'intensité ressentie. D'ailleurs, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire et surtout à me dire à quel âge vous l'avez vu et votre ressenti. Je serais très curieux de savoir ce que quelqu'un a ressenti en le découvrant à 20 ans, 30 ans, 40, 50, etc. Car pour ma part, je l'ai régulièrement revu, ce qui fait qu'à chaque vision, il n'y a pas un fossé qui s'est creusé. Bien sûr, depuis, mon œil s'est affûté, je détecte des micro-moments de flottement, mais globalement, pour moi, ce film reste réussi de bout en bout. Balasco frappe fort, scatologie, pornographie, religion, satire sociale, abus sexuels, certains délires sont même indéfinissables. Des claques dans la gueule pour tout le monde, du forcing consentant. Imaginez ce qu'on dirait d'une telle œuvre rétrospectivement si c'était un homme qui l'avait réalisé. Décadent, insouciant, patriarcat, sexiste, misogyne, pervers. Enculé. Mais ici c'est une femme, alors tout le monde semble bizarrement comprendre que c'est une simple comédie sans aucune malveillance. Le bon degré de lecture, cela dit. Mais en 2026, c'est drôle de voir comment on interprète différemment les choses selon le sexe de l'auteur. Oh, mais est-ce que ça ne porterait pas un nom, ce genre de comportement? Enculé. Vous l'aurez compris, l'écriture acerbe de Josiane Balasco était faite pour me plaire. Contrairement aux comédies françaises récentes, ici ça fourmille d'ingéniosité et de petites idées surréalistes. Je veux dire, on ne peut pas parler de réalisme quand on voit des portes qui chient ou des femmes qui ont un pénis qui leur pousse. Il y a un mot pour ça, je ne me rappelle plus le nom. Balasco joue avec les placements d'Abar pour nous donner l'impression d'un don d'ubiquité, nous propose un avion avec de vraies ailes, le design macabre du miroir est réussi. Je vous avoue que j'ai toujours eu envie de l'avoir en goodies chez moi. Il serait du plus bel effet entre mon Necronomicon et mes poupées Chucky. Les flammes de l'incendie qui s'ouvrent comme un rideau, Abar qui passe à travers les murs, petit effet qui n'est pas sans rappeler Garou-Garou le passe-muraille avec Bourvil, des maquillages glauques, le décor autour de la Scarlett miniaturisée. Et d'ailleurs, combien de fois avez-vous vu de la miniaturisation dans le cinéma français? Parce que moi, depuis ce film, à part dans L'homme qui rétrécit, sorti en 2025, réalisé par Yann Kounen, j'en ai jamais revu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez des films français qui utilisent comme ça des effets de miniaturisation, du stop motion, des effets spéciaux à l'ancienne. Je veux les connaître, je veux les rattraper. Et à bien y regarder, Balasco a mieux compris que beaucoup d'autres comment traiter un démon de manière réaliste au sein d'une comédie.
Ici, on ressent vraiment le côté sale gosse et irrespectueux du personnage d'Abargadon, là où d'autres représentations du diable sont parfois plus frileuses et lisses ou tellement tournées à la bouffonnade ridicule que cela désamorce le danger que peut représenter un soi-disant mal incarné. Bien sûr, Abar n'est pas un mauvais diable dans le fond, et trouvera en quelque sorte son âme, lui qui était venu voler celle des autres, mais il reste convaincant en pourriture millénaire. Bien sûr, ce type de production française n'est pas sans lacunes. Sans un budget pharaonique, il faut parfois restreindre son inspiration. Ainsi, dans la scène du bar de Pazou, clin d'œil évident à un autre démon culte, nous assistons à des démons libres de démoner autant qu'ils le veulent et qui se contentent de quelques tapes dans le dos et d'utiliser la télékinésie pour jouer au billard. Le tour de magie qui nécessite une incantation démoniaque et un certain effort d'Abar est au final assez bon enfant. Quant au grand carnage dans le restaurant, censé être l'apothéose d'Abar avant son trépas, n'est au final qu'une suite d'insultes et une bataille de nourriture. Ah bah, c'est l'autre connard qui m'agresse avec sa poufiasse. Malgré tout, Balasco sait timer la majorité de son film avec brio, ce qui permet de se laisser porter complètement et d'y croire. De petits plans simples mais plus ingénieux que la moyenne des comédies françaises viennent parfaire l'entreprise. Dans les comédies fantastiques françaises, très souvent je trouve, l'élément fantastique est très vite mis de côté pour se pencher sur l'aspect psychologique ou les vannes pas drôles. C'est tellement français de faire ça. Ici, Balasco n'oublie rien. Elle fait rire, elle sait émouvoir, il y a un propos plus profond que ce qu'il n'y paraît et le fantastique se fait sentir de manière omniprésente dans l'air. Elle ne se cache jamais derrière des facilités pour éviter d'affronter son sujet. On a même l'impression qu'elle s'auto-challenge en permanence. Depuis que je suis môme, j'ai toujours apprécié Balasco, qui pourtant, au premier abord, n'était pas forcément représentatif du genre de personnalité que je suivais, puisque je suivais des stars de films d'action, des actrices américaines extrêmement glamour, ou des stars de la pop ou du rock. Mais je crois que l'avoir vu parler de niquer le système de l'intérieur face à Madonna sur le plateau de De Chavannes a forcément eu un impact sur ma façon de voir cette femme. Qu'est-ce que pour vous la provocation pour moi, c'est quelque chose de nécessaire chez un artiste. C'est une justification de l'existence de l'artiste, la provocation. Ouais. C'est-à-dire essayer de baiser le système en permanence, mais en étant dans le système. Parce que c'est très dur de baiser le système si on est à l'extérieur du système. Et quand on s'intéresse de plus près au personnage, on réalise que la Josie, elle a de sacrées bonnes refs. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie de participer au Festival Cinémalia cette année? Ray Harryhausen. Je les ai revus en vidéo et j'en ai chez moi en vidéo et je me les revois régulièrement. J'ai dû voir Le Voyage de Sinbad 5 ou 6 fois et Jason et les Argonautes qui est mon préféré. Je l'ai vu une bonne trentaine de fois et chaque fois qu'un copain vient à la maison, je disais assieds-toi, je vais te passer. Jason et les Argonautes, c'est un film fantastique dans tous les sens du terme. Parce que pour moi, c'est de la poésie pure. Là où Josiane Balasco est forte, soyez correct. C'est qu'elle nous fait passer du rire au pincement de cœur en quelques secondes. De son côté, Daniel Auteuil cabotine à mort, mais dans le très bon sens du terme, car ici c'est exactement ce qu'il faut faire. Nous sommes face à un démon, un sale gosse qui ne fait que s'éclater au mépris de toute réglementation. Et on sent qu'Auteuil s'amuse, il est le personnage. Satan l'habite. Une satire sociale mordante teintée de désespoir, une hiérarchie divine métaphore de notre gouvernement froid et insensible à nos difficultés dont il est lui-même le créateur. Une comédie au premier abord absurde qui dénonce l'absurdité quotidienne d'une vie morose. De ce fait, la comédie absurde devient un véritable pamphlet bien pensé. Et au risque de me faire fustiger dans les commentaires, pour moi Ma vie est un enfer est un bien meilleur film et une meilleure comédie que nombreuses des plus grosses comédies cultes françaises que la masse adore. Je pense à des films comme Les Bronzés, Les Sous-doués, Les 7e compagnie et bien d'autres. Certes amusants, mais souvent dénués de fond et souvent une simple accumulation de blagues et un léger fil conducteur scénaristique pour raccrocher le tout. Si je devais rapprocher Ma vie est un enfer d'un autre film culte français, je choisirais peut-être Le Père Noël est une ordure. Lui aussi une comédie et une satire sociale réussie teintée d'un misérabilisme constant. Bien que... Et oui, je préfère Ma vie est un enfer. Sûrement aussi pour son aspect fantastique et le fait de jouer avec la démonnerie. Je vous rassure, je ne suis pas satanique, je ne crois pas en Dieu, ce n'est pas pour croire au diable. Mais sur un plan fictif, créatif, j'ai toujours trouvé l'enfer plus riche et intriguant. Et n'ayant pas supporté les cubénies hypocrites au milieu desquels j'ai grandi, brandir des œuvres telles que celle-ci était une petite provocation dont je me délectais particulièrement. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Bien que le film nous montre sur la fin une certaine bonté de la part de Dieu, on constate que l'archange Gabriel lui-même s'écrase mais n'est pas de l'avis de son maître tout-puissant, renforçant l'idée que la tolérance et l'harmonie n'existent même pas au paradis. Je veux dire, on est tous un tout petit peu, pas pervers, mais on est tous un petit peu pourris, quoi. Abar, tel un Grinch, n'est pas parfait, mais a fini par ouvrir son cœur et développer de la compassion pour les humains. À quand la même chose de la part des décideurs soi-disant bienveillants qui choisissent ce qui est bon pour nous? De plus, si on suranalyse le film, on constate que Léa, une fois toute puissante, a perdu son âme et risque de finir dans les tourments de l'enfer un jour.
ou dans le meilleur des cas, de rester un démon. Pour Abar, ce dernier va profiter de sa vie quelques décennies avant de finir en enfer en tant que simple âme perdue. Tout ça pour revenir perpétuellement à la même conclusion, quoi que vous fassiez, vous êtes destiné à vivre l'enfer. Doté d'une enveloppe de 60 millions de francs, soit environ 13 millions d'euros, le film de Josiane Balasco attire près d'1 200 000 spectateurs. Un nombre d'entrées plus que correct pour une comédie française, mais hélas, sur un plan financier, au box-office mondial, il ne rapporte seulement que 8,8 millions de dollars en tout et pour tout. Même en comptant les revenus engrangés par la sortie vidéo, nous pouvons estimer qu'au mieux, le budget du film a tout juste été épongé. Une mauvaise affaire! Le film étant sorti un 4 décembre, on peut clairement comprendre qu'il n'est pas tombé à la période la plus propice pour vendre des tickets en salle, et encore moins pour un film portant sur la dépression et le diable. Le film s'en sort donc de manière tout à fait honorable et aurait très certainement connu un plus gros succès en dehors de la période des fêtes. Belle réussite malgré son échec, surtout si l'on considère l'année cinématographique chargée qui a amené du monde en salle, avec Danse avec les loups, Robin des Bois, Prince des voleurs, Terminator 2, Le Jugement dernier, Un flic à la maternelle, Tous les matins du monde, Une époque formidable, La totale, l'opération Cornet de bif, Mon père ce héros, Délicatessen, qui ont dominé les entrées de l'année 1991. Ma vie est un enfer parvient à faire autant d'entrées que Backdraft ou encore le Lucky Luke de Terence Hill. Y a vraiment pas de quoi s'exciter? Une fois de plus, notons l'avant-gardisme de Balasco qui frappa bien avant les bonnes comédies de mauvais goût américaines qui allaient naître dans les années qui suivirent. Hélas, elle n'échappe pas à la règle des comédies sataniques qui se vautrent presque systématiquement au box-office, tels que le prouvent les échecs de Little Nicky, Endiablé ou encore Tenacious D. Je crois que mon destin est de vivre en enfer, tout seul. Balasco est devenue réalisatrice par la force des choses. Ne trouvant pas un réalisateur qui lui correspondait sur ses 2 premiers films, elle a décidé de se charger elle-même du boulot. Arrivée à son 3e film, Ma vie est un enfer, la question de trouver un réalisateur ne se posait même plus. Comment j'ai été amenée? Moi, je les ai poussés. Malgré ce qu'on pourrait croire et lire ici et là, Balasco ne fait pas la critique de la psychanalyse, dixit Richard Berry. Je sais ce qu'elle pense de la psychanalyse. Elle s'amuse. Il me semble que son regard à elle est très respectueux vis-à-vis de la psychanalyse. Balasco et Auteuil sont tous deux nés en 1950, Daniel le 24 janvier et Josiane le 15 avril. Et c'est à plusieurs reprises qu'ils se sont croisés au cinéma et qu'ils sont devenus amis. Il y a eu le tournage de l'an 1 en 1973, puis Les héros n'ont pas froid aux oreilles en 1979, ils se retrouvent sur Clara et les Chic Types en 1980, ainsi que sur Les hommes préfèrent les grosses un an plus tard en 1981. On a vécu des choses fabuleuses ensemble. Pour ce qui est de sa collaboration avec Gorby, version porc, Balasco garde un bon souvenir à un petit détail près. Et le cochon est un animal gentil, gentil, familier, qui apprend des tours, qui est vraiment un partenaire très agréable. Un petit peu incontinent parfois, voilà. Les scènes avec la mère de Léa, accro à la jeunesse, sont un clin d'œil au personnage de Ida Laurie dans le film Brasil de Terry Gilliam. Quand je le dis que Balasco a du bon mauvais goût. Après une sortie VHS puis DVD, il aura fallu attendre 2025 pour pouvoir upgrader le film en Blu-ray. Et pour cela, nous devons remercier Rimini Éditions. Bravo! Côté casting, vous aurez peut-être repéré Bruno Moineau, compère récurrent du Splendide, qui joue ici l'agent immobilier. Également Luis Rego, vu dans Les Bronzés, et membre des Charlots, qui joue le barman au look très... rétro, va-t-on dire. Le barbier lui aurait-il suggéré « Va dans le rétro, Satanas ?» La version bombesque de Léa est incarnée par Jessica Ford, qui était à ce moment-là la femme de Richard Berry. Y en a qui se font pas chier. Non, Abar, s'il te plaît, prends un Imodium. Le prêtre est interprété par le réalisateur Bertrand Blier. Le pianiste du bar du golf n'est autre qu'un certain Alexandre Desplat, celui-là même qui signera un jour les compositions de Godzilla, Les filles du Dr March ou encore Frankenstein de Guillermo del Toro. Dans le rôle de la femme panthère numéro 1, vous avez peut-être reconnu Emmanuelle Escourou, l'héroïne du film Baby Blood. Ça fait quand même du petit monde sympa dans ce film. Les plus attentifs auront peut-être aussi reconnu Marie-Lou Berry, fille de Josiane Balasco, dans la salle d'attente du dentiste et qui fait ici ses premiers pas devant une caméra. Il faudra attendre 13 ans pour la revoir à l'écran et la voir débuter officiellement sa carrière. Et pour ceux qui se demandent pourquoi la fille de Josiane Balasco s'appelle Marie-Lou Berry, sachant que Josiane a souvent collaboré avec Richard Berry, et que cela pourrait prêter à confusion, non, Marie-Lou Berry n'est pas la fille de Richard Berry, mais celle de son frère Philippe Berry, qui fait également une apparition dans le rôle du type de la NPE. Pôle emploi pour les moins vieux. France Travail pour les plus jeunes. Le nom évolue, la situation des gens non, c'est ça le progrès. Je peux tellement pas m'en empêcher. Josiane, si tu veux qu'on bosse ensemble un jour...
Voilà, j'ai dû vendre mon âme au diable pour vous obtenir ces quelques infos. Vous l'aurez compris, je vous conseille fortement ce film. Afin de passer d'agréables dernières semaines sur Terre avant que mes obligations contractuelles m'obligent à griller sur le barbecue géant du Grand Cornu, pensez à liker la vidéo, la partager, la booster surtout. Pensez à commenter et si vous n'avez rien à dire, mettez des emojis de popo souriant. Et pour les plus généreux, n'hésitez pas à venir faire un don sur le lien Tipeee dans la description de la vidéo. Alors envoyez des sous, merci beaucoup. Parce que votre soutien à une chaîne YouTube est ce que les flammes sont à l'enfer, ce que notre système est à la dépression, et ce que les cornes sont à un démon. Ou à Anne Sinclair. Oh, c'est pas gentil.